Radio Open FM 97.9, votre radio. Radio Open FM présente Coachez-vous, votre rendez-vous conseil en développement personnel. Laurence Moreau, coach afro-mental, vous accueille pour 1 heure de conseil et apprendre à oser pour que tout devienne possible. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonsoir Joachim. Bonsoir. Laurence. Comment tu vas ? Bien. Bien. Après ces journées un petit peu ensoleillées par-ci par-là. Oui, écoute, faut bien profiter. Hein. On redémarre la semaine, voilà, en pleine forme pour attaquer ça. Et en fait, aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. La semaine passée, on était en tête à tête. Cette fois-ci, nous sommes 3. Et pour une fois, c'est moi qui suis en infériorité au niveau, je vais dire, du genre, parce que j'ai un autre homme en studio. Moi, c'est sympa aussi, tout compte fait. Hein. Ça change un peu, donc un petit C'est peu vrai. de... Beaucoup de féminité, un peu de masculinité. Voilà, de temps en temps, c'est pas mal. Donc aujourd'hui, nous recevons Fabrice Berjal. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc on va tout vous expliquer dans quelques minutes. Fabrice n'aura plus aucun secret, ni pour vous, ni pour moi, parce qu'en fait, on ne se connaît pas. C'est comme dans un dîner presque parfait. On ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas. Donc, j'ai fait une appel à candidature pour des parcours atypiques et vous y avez répondu. Donc voilà, on va découvrir plein de choses, qui vous êtes, le parcours que vous avez eu et plein de choses que vous avez à nous apprendre sur vous. C'est OK pour vous ? Ça marche. Ah c'est parfait. Et en plus, je crois comprendre que c'est votre première émission de radio. Complètement, oui, c'est une première aussi. Ah voilà, alors vous verrez, c'est super sympa, on se tracasse pas, on se prend pas la tête, on est là pour s'amuser. Il faut imaginer qu'on est comme si on était devant une tasse de café et qu'on discute, qu'on apprend à se connaître. Donc voilà quoi, on a juste Joachim qui intervient de temps en temps et qui appuie sur les boutons et puis voilà, on est entre nous, on est cool quoi. À l'aise. Donc, je vous avais demandé, comme chaque invité, de choisir 4 chansons pour pimenter l'émission. Et là, quand j'ai vu les thèmes, je me suis dit, ah, chouette, il y en a 2 que j'adore. Donc, une que je connaissais, mais l'autre, pas du tout, on va en parler. Mais la première, moi, quand je suis arrivée ici, donc je suis là depuis 3 ans en France, ici dans le coin, et c'est vrai que cette chanson, en fait, elle est arrivée au moment où moi, je me suis vraiment implantée dans la région. Et alors que je ne suis pas du coin, c'est bizarre parce que cette chanson, vraiment, elle résonne en moi. Et je vais vous demander de nous dire, mais pourquoi avoir choisi donc, les 3 cafés gourmands à nos souvenirs ? Parce que, effectivement, c'est une chanson qui parle du territoire, enfin d'ici. Mm-hmm. Et, donc moi, je suis natif d'ici, je suis né en Corrèze. J'y suis très attaché et je trouvais qu'elle mettait déjà bien en valeur. Et puis, c'est une chanson qui fait du bien. Et voilà, ça colle aussi à ma personnalité que je pense plutôt positive. Et donc voilà, c'est une chanson qui résonne aussi à plus d'un titre et par ce qu'elle dit et puis par le bien qu'elle fait. Effectivement, on a vu quand même que quand on l'entendait beaucoup, les gens réagissaient super bien à cette chanson quoi. Et elle a apporté pendant plusieurs mois, je pense, du bonheur, on peut le dire. Ouais. C'est ça. Et en plus, leur parcours à eux est aussi très particulier parce qu'ils se sont retrouvés vraiment sur les feux de la rampe en très peu de temps. Et je trouvais que c'était vraiment, vraiment chouette. Donc c'est parti pour 3 cafés gourmands à nos souvenirs. Radio Open FM 97.9, votre radio. Et voilà, après ça, on ne peut avoir que le punch, que la banane et que se sentir en pleine forme. Donc, alors, à nos souvenirs, justement, je l'ai mis en premier, cette chanson, parce que je trouvais que c'était pas mal du tout, puisqu'on va passer en revue votre parcours, votre vie, donc fatalement vos souvenirs. Et donc, Fabrice Berjal, qui êtes-vous ? Alors, qui je suis ? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis natif de la Corrèze, de Brive. J'ai un parcours, j'ai commencé plutôt par une formation technique, j'ai eu le DUT Génie Élec à Brive. Ensuite j'ai continué et complété par une formation de commercial, marketing vente. Donc un profil un peu technico-commercial comme c'était l'appellation à l'époque.
À la fin de ma formation, j'ai fait mon service militaire, puisque ça existait encore à l'époque. Et à la sortie, j'ai d'abord travaillé d'abord dans le privé, donc dans une entreprise américaine assez célèbre pour vendre des photocopieurs. J'y ai travaillé pendant un peu moins d'1 an, donc c'était déjà une super expérience et j'ai pu bénéficier en plus de leur école de vente qui était très poussée, très pertinente. Et puis j'ai pu intégrer la grande maison EDF donc il y a 24 ans. J'y suis encore donc. Et puis oui, j'ai compté là avant de venir. En 24 ans, j'en suis à mon 8e poste, 8e métier. Alors toujours dans le commercial. C'est-à-dire là, moi j'ai une carrière 100% autour des métiers du commerce du groupe EDF. Mais par contre, je commence à avoir balayé plein de métiers dans ce domaine. J'ai animé des réseaux externes. J'ai été vendeur, bien sûr. J'ai été coach. J'étais manager, à nouveau vendeur, à nouveau manager, pour arriver là dernièrement et tout récemment directeur du développement territorial. Eh ben, c'est déjà pas mal. Donc, on va passer un peu tout ça en revue parce que qu'est-ce qui fait que quand on rentre dans une société, déjà qu'on y reste aussi longtemps, c'est déjà exceptionnel de nos jours parce que les carrières comme ça qui restent, en tout cas dans la même boîte. Et c'est vrai que ce côté, je change de poste. On va aller voir le pourquoi. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, est-ce que c'est parce qu'on vous les a proposés ou est-ce que c'est vous qui avez changé? Donc ça, on va poser la question. Et hormis, je vais dire, le côté professionnel, est-ce que vous avez eu d'autres grands tournants dans votre vie? Alors, le but, c'est pas de parler de votre vie privée si vous n'en avez pas envie, mais est-ce qu'il y a eu d'autres éléments dans votre vie qui ont eu parfois des interférences aussi avec le boulot ou vice-versa? Ou est-ce que le boulot a apporté des changements par rapport à votre vie perso? Oui, alors effectivement, sans rentrer dans le détail, mais il y a forcément des événements soit heureux, soit moins, qui font que par moment, on fait aussi des choix professionnels qui découlent d'événements familiaux, ou inversement. Oui. C'est difficile de faire complètement la séparation entre les deux, même au contraire, on peut très bien conjuguer les deux. Mais oui, il y a forcément des événements dans la vie personnelle qui ont guidé des choix et des changements, ou pas. C'est ça. À l'inverse, il y aurait pu y avoir des changements qui n'ont pas eu lieu par choix professionnel aussi, et personnel, pardon. Et c'est important, pourquoi est-ce que je vous pose cette question? Parce que évidemment le lien, c'est toujours de ramener, comme vous dites, vous avez été coach aussi, donc de ramener le lien par rapport au coaching. Et à ce côté, il est impossible et il est surtout illusoire de dissocier la vie professionnelle de la vie privée, surtout à l'heure actuelle avec ce qu'on traverse pour l'instant, et vous allez parler un peu des conditions de travail aussi que vous avez chez EDF notamment, c'est comment on peut attendre parfois moi j'étais manager aussi, je travaillais dans le domaine des assurances, donc le mode aussi rentabilité, pression, chiffres, objectifs, et où on nous disait tes problèmes tu les laisses chez toi et tu les retrouveras quand tu rentreras le soir. Ok, je veux bien, sauf que ça implique énormément de choses sur moi, ça induit des choses sur moi, et heureusement, on arrive à ouvrir maintenant un peu plus les portes à ça, et de se rendre compte, en effet, qu'on ne peut pas dissocier vie privée et vie professionnelle. En tout cas, pas en plus dans les hautes sphères, plus on a des responsabilités, plus c'est compliqué, bien évidemment. Alors, vous avez eu pas mal de changements, et on va pas passer en revue justement les différents postes que vous avez occupés et qu'est-ce qui a fait qu'à chaque fois vous avez changé. Dites-nous tout. Alors il y a des fois, effectivement, vous le citiez tout à l'heure, il y a le fait qu'on m'ait proposé des fois des changements ou des nouveaux postes. Et puis, il y a eu quand même majoritairement, depuis les fameux 24 ans que je citais, des volontés au bout d'un moment de changer moi-même, venant de moi, donc des changements souhaités en tout cas. On utilise souvent l'expression avoir fait le tour. C'est un peu péjoratif, mais c'est plutôt l'idée au moment où on commence à sentir qu'on apprend moins. Moi, je sais que c'est vraiment un moteur. J'ai besoin d'apprendre. Et quand je commence à penser ou à sentir, alors
à raison ou à tort, mais que j'apprends moins qu'au début, c'est déjà le premier signal, premier déclencheur de dire il faut aller explorer un autre sujet ou un autre domaine. D'accord. Donc c'est quand même très présent dans un parcours professionnel qui est le mien. D'accord. Et est-ce que les fonctions que vous avez, engendrées les unes derrière les autres, est-ce qu'on est sur une évolution en plus en termes de carrière, ou est-ce qu'on est parfois sur des choses qui restent au même niveau, sauf que vous avez été voir d'un côté et de l'autre ce qui s'y passait? Non, la chance que j'ai, c'est que ça a été à chaque fois une évolution. Alors, c'est vrai que j'ai fait plusieurs postes de commercial, de vendeur, mais pas forcément sur les mêmes segments de clientèle. Le dernier poste de commercial que j'avais, c'était sur des gros clients publics, donc qui étaient forcément différents et avec des enjeux financiers plus importants que les segments de clients que j'avais pu faire par le passé. De la même manière, il y a souvent eu, après un poste de vendeur, un poste de management de l'activité dont je venais. Donc par la même occasion, une progression aussi sur des métiers de management par rapport ou au segment de clientèle ou aux tailles d'équipe. Voilà. Donc non, je dois bien avouer que ça s'est jusqu'à présent bien passé, dans le sens où c'est à chaque fois, en tout cas, quelque chose qui me permet d'atteindre l'objectif d'aller apprendre quelque chose et puis de se remettre en cause et repartir de plus belle. Ouais. Et vous avez alterné, d'après ce que je comprends, les postes, donc vendeur plutôt solitaire, poste personnel, en tout cas avec objectif personnel, et le management, où là, on est sur un objectif global, on est sur une gestion d'équipe. Dans quel poste est-ce que vous ressentez le mieux, ou vous vous retrouvez le mieux, en fait? Alors, en tout cas, je suis tout sauf solitaire, ça, c'est sûr. Paradoxalement, je ne trouve pas que le poste de commercial soit si solitaire. Alors effectivement, sa journée, on se l'organise, etc. Mais on peut aussi faire partie d'un collectif qui, même si on ne travaille pas à côté, qu'on ne se voit pas tous les jours, on peut se sentir épaulé, écouté, accompagné, et avoir une vraie proximité, même si on n'est pas côte à côte. C'est ça. Et ça, d'ailleurs, je pense que je l'ai embarqué dans mes missions de management, parce que ça a toujours été du management à distance, de gens qui étaient dispersés, pas au quatre coins de Paris façon puzzle, mais partout sur plusieurs départements, plusieurs régions. Et finalement, de se dire comment on crée justement cette proximité et cet esprit d'équipe auprès de gens qui se voient peut-être qu'une fois par mois et qui se parlent une fois par semaine. Donc c'est l'un nourrit l'autre, en fait. Tout à fait. Et c'est important parce qu'avec ce qui se passe pour l'instant, on entend beaucoup dans beaucoup d'entreprises que le côté contact humain est réduit quasiment à néant, parce qu'il n'y a plus la machine à café, il n'y a plus les pauses, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Et moi, j'ai pas mal de managers dans ma clientèle qui me disent en fait, on se voit maintenant pour les problèmes, pour les dossiers, pour les objectifs, pour les chiffres. Et il n'y a plus ce côté, le blabla qui, à un moment donné, fait du bien. Et c'est vrai que c'est important, parce que, comme vous le dites, même le commercial, si même il a son objectif personnel, il fait partie d'une équipe la plupart du temps. Et c'est important de pouvoir garder le lien soudé et de ne pas rester isolé dans son coin, parce que par les temps qui courent, on a vraiment besoin de cette proximité et d'aller rechercher ce lien entre les individus qui pour l'instant échappe un petit peu à tout le monde. Donc, est-ce que vous, à votre niveau pour l'instant, vous sentez... est-ce que vous rencontrez des problématiques, je veux dire, au niveau des équipes par rapport à ça? Alors, forcément, mais plus ou moins prégnante. Moi, j'étais manager au début du confinement. J'ai changé vraiment de boulot très récemment. On s'est aperçu qu'il fallait vraiment s'adapter, mettre le curseur tout le temps, enfin le faire évoluer tout le temps en fonction de ce qu'on sentait. Au début du confinement, tout le monde a dit il faut qu'on se parle tous les jours, plusieurs fois par semaine, etc.
Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ça pouvait être trop aussi, que finalement, on n'avait rien, entre guillemets, à se dire. Donc, ça a été toujours une espèce d'adaptation, bouger le curseur pour trouver le bon timing. Et pour que, certes, il y a le côté quantitatif, combien de fois on se parle, mais surtout, c'est qu'est-ce qu'on se dit et qu'est-ce qu'on y met pour que ça soit intéressant pour les gens et qu'ils apprécient ces moments. Parce que la conférence téléphonique où à la fin de la foire, les gens se disent j'ai rien fait. C'est un peu le principe des réunionités aiguës. Oui, on l'a, je vous rassure, on l'a beaucoup, mais chez nous. Mais justement, c'est essayer de voir, et puis justement, même d'avoir leur feedback. Et ça a été, je trouve, un des gros points forts là, de l'entreprise. Ça a été de régulièrement demander comment ça allait, tout simplement, comment ça va. Est-ce qu'on se parle assez ? Est-ce que votre manager il est suffisamment là ou il est trop là ? Et quasiment à la semaine, donc on pouvait se rejauger assez rapidement. Ça, de toute façon, je pense que c'est le maître mot à l'heure actuelle, c'est l'adaptabilité. Oui. Alors, l'agilité, l'adaptabilité. Je crois que là, c'est bien à la mode. Ouais. C'est ça, c'est bien à la mode. Alors, deuxième choix de chanson, c'est... alors, vous m'aviez expliqué sur le... Enfin, je vais vous laisser l'expliquer d'ailleurs. Je vais vous laisser l'annoncer et l'expliquer, c'est plus facile. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que c'est comme chanson ? En fait, c'est l'hymne écossais, mais pas l'hymne officiel, c'est l'hymne plutôt rugbystique, qui est Flower of Scotland, que je trouve déjà magnifique. Ça, c'est vrai. Déjà. Et puis effectivement, ça embarque d'un coup la passion que j'ai pour le rugby, en ayant été un très très modeste joueur, mais surtout un passionné. Je vais au match. Alors là, c'est aussi compliqué ces temps-ci avec les jauges, mais voilà, c'est quelque chose. L'ambiance et puis sans faire cliché, mais les valeurs que véhicule ce sport, vraiment, moi j'y crois dur comme fer, et y compris dans des valeurs qu'on peut réembarquer aussi au travail, y compris en termes de management. Je trouve qu'il y a quand même plein de passerelles entre le management sportif et le management professionnel. Et puis tout simplement, je trouve que c'est probablement une des plus belles hymnes qu'on puisse, ou des plus beaux hymnes qu'on puisse avoir. Voilà pourquoi je voulais proposer. Eh bien, c'est parti, petite balade en Écosse, donc avec Flower of Scotland. Radio Open FM 97.9, votre radio. Et voilà, cette petite balade écossaise qui nous a fait un petit peu voyager, qui nous a amené sur un autre pays. Et puis, c'est vrai que l'Écosse, ça reste encore très, très mystérieux, avec des musiques très particulières. C'est aussi, moi, un endroit où je voudrais bien aller un jour me promener. T'as déjà été, toi, Joachim ? Non, du tout. C'est vrai que ça ferait des endroits aussi. Moi, je voudrais y aller aussi. Ah oui, bon, Et on va attendre les bonnes saisons. Parce que des ça. fois, On part en voyage, alors. C'est ça, vous avez déjà été, Fabrice ? Alors, pas encore en Écosse. On loue un minibus. Après l'émission, c'est ça. On part tous les trois. C'est ça, voilà, on embarque et hop, c'est parti, direction. Enfin, ne me tente pas. Moi, je suis libre. C'est ça. Moi, je suis libre. Oui, toi, tu peux maintenant. Bon, on va s'organiser, on va voir avec nos boulots respectifs. Alors, en parlant de ça, justement, par rapport au parcours que vous avez connu, donc il y a eu beaucoup de virages, il y a eu beaucoup de changements, le fameux mot changement que l'être humain déteste tant. Et donc, quelles sont les ressources que vous avez, là je vais aller chercher le coach dans la pratique, c'est quelles sont les ressources en fait que vous avez identifiées chez vous pour pouvoir à chaque fois vous adapter à ce changement, en plus en passant soit du management, soit des postes plutôt en équipe ou autre. Donc comment avez-vous cherché vraiment, enfin, c'est quoi vos ressources pour pouvoir changer comme ça Alors déjà, je pense qu'on peut faire aussi la différence entre le changement choisi et le changement subi. Tout à fait. On peut vivre les deux. Le changement choisi est quand même plus facile à aborder côté quand même de choix personnel et puis décision et aussi excitation liée à la décision volontaire de changer. Mais du coup, le carburant, principal, ça peut être ça, une espèce de découverte
de qu'est-ce que sera cette nouvelle étape personnelle ou professionnelle. Quand il est subi, moi pour le coup, j'ai souvent fait la métaphore sportive en se disant on n'a pas toujours la main sur le choix, sur le quoi, la décision ou le changement, il peut s'imposer à nous sans qu'on le décide. Je fais partie des gens qui s'attardent peu sur le pourquoi et qui vont vite sur le comment on fait quoi. Bon. C'est ça. Et quand je parlais de métaphore sportive, c'est ça, je prends n'importe quel sport, mais on a une équipe et son entraîneur, elle n'a que très rarement, voire jamais, la main sur la règle du jeu qui est imposée par des instances. Et puis par contre, elle a la main sur quelle tactique je vais mettre en place pour faire avec cette règle du jeu. Et souvent, du coup, moi déjà personnellement et puis aussi collectivement, quand j'ai pu avoir à conduire des changements avec mes équipes, bien sûr qu'il faut donner le sens de l'histoire et dire pourquoi, mais une fois qu'on l'a fait, essayer de ne pas trop s'y attarder et plus d'aller maintenant sur comment on fait ensemble pour réussir quoi, en fait. C'est ça. Mais pour reprendre la métaphore du sport, c'est un petit peu comme quand une équipe perd. C'est bien juste de faire l'analyse de la rencontre et de se dire, OK, voilà, le problème, il vient de là. Maintenant, on ne peut pas refaire le monde, on ne peut pas rejouer le match, ça ne sert à rien. Donc, c'est vrai que c'est important d'aller chercher, voilà, l'erreur, elle est là, ou la problématique, elle est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment est-ce qu'on va améliorer les choses, comment est-ce qu'on va faire les choses dans l'équipe pour que ça bouge. Et c'est vrai que fatalement, le coaching repose sur le comment et pas sur le pourquoi. Alors, le pourquoi peut être parfois très intéressant, on est bien d'accord, ça peut aider à beaucoup de choses, mais comme vous le dites, le tout, c'est pas de s'y appesantir et de rester bloqué là-dessus. Et il y a encore énormément, à l'heure actuelle, d'entreprises ou de management qui sont sur le pourquoi ça m'arrive, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Moi, je dis toujours pourquoi. C'est comme quand vous demandez à un enfant, il va vous dire 25 fois pourquoi. Et la plupart du temps, pourquoi ? Parce que vous ne répondez pas à sa bonne question de départ. Donc, le début, c'est de se poser la bonne question de c'est quoi le problème et pas le pourquoi. Parce que pourquoi, en fait, ça ne veut rien dire. C'est quoi le problème ? Et puis, une fois qu'on a identifié le problème, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on va l'améliorer ? Et je crois que ça, c'est vraiment important. Pour ça, il faut des ressources, comme vous l'avez dit. Donc, ça peut être aussi le moteur, la motivation. Vous en avez parlé au début de l'émission. Donc, cette soif d'apprendre, cette soif de comprendre et de découvrir de nouvelles choses. Comment vous est venue cette soif d'apprendre ? Déjà, tout petit, vous vouliez tout savoir ou c'est le boulot qui a un petit peu développé ça ? Je pense qu'il y a aussi des rencontres qui peuvent structurer des fois une pensée ou une manière de vivre. Moi, je sais que mon premier chef à EDF, la personne qui m'a embauché, a été très importante pour moi parce que ça a été le premier à me dire, peut-être pas exactement dans ces mots, mais tu n'as absolument pas idée de ce que tu peux faire dans l'entreprise. Tu le sais pas encore, en fait. Et tu vas le découvrir. Alors lui avait apparemment décelé peut-être des choses j'avais pas conscience en tout cas. Et c'est vrai que 24 ans après, je trouve qu'il avait entre guillemets plutôt raison, parce que dans le sens où à chaque fois qu'il y a eu des changements de poste, il y a forcément quand même une appréhension. Il y a l'excitation, évidemment, puis il y a l'appréhension de dire mais est-ce que je vais y arriver ? Parce que comme à chaque fois, vous parliez de progression, on peut parler aussi de complexité, c'est-à-dire à chaque fois, c'est avec un niveau de complexité supplémentaire et supérieur. Au bout d'un moment, se reposer la question à chaque fois, mais est-ce que, ok, j'y vais, ça m'intéresse, et probablement que je vais apprendre plein de choses, mais est-ce que je vais y arriver ? Ça, à chaque fois, je me la suis posé, la question. Ça fait pas peur, mais ça amène à s'interroger. Bon, jusqu'à présent, on y est arrivé. Bon, on verra sur ce coup-là. C'est ça. Voilà, maintenant, comme vous l'avez dit, en plus, le poste que vous occupez maintenant, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Oui. Donc, en plus, dans des situations qui ne sont pas nécessairement les plus faciles. Hein, donc, en fait, facilité, ça ne fait pas partie de votre vocabulaire, quoi.
C'est le mot. Pourtant, j'aime bien quand ça peut être facile. 5 minutes. C'est ça. C'est après 5 minutes. Bon, ma foi, c'est trop facile. Allez, on va aller voir autre chose. Il n'y a pas moyen de compliquer un peu le bazar, quoi. Et qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un, justement, qui est confronté à une période de changement ou qui ne sait pas quoi faire en période de changement, en fait? Pour être honnête, donc j'ai écouté une de vos émissions il n'y a pas longtemps et vous avez parlé de la courbe du changement. C'est ça, oui. Que grâce aux formations qu'on peut avoir, ça aussi c'est une grande force de l'entreprise dans laquelle je suis, c'est qu'on nous donne les armes et les outils pour faire les métiers qu'on occupe. Et donc dans les nombreuses formations de management que j'ai pu faire, la courbe du changement, c'est une notion qui m'était connue. Et je pense qu'elle mériterait d'être plus connue. Ça, on est bien d'accord. Parce que la personne qui se retrouve dans les phases descendantes, avec les sentiments ou les émotions pas toujours très positives dans lesquelles on est quand on est en phase de changement et qu'on est en train de descendre là, au 4e sous-sol. C'est ça. Si on avait un brin de cette théorie de dire mais c'est normal, tout le monde fonctionne comme ça. C'est une étape, quand même. C'est une étape. Alors chacun a son rythme, mais à un moment ça va remonter. J'allais dire presque forcément. Alors, en tout cas c'est ce que je pense. Ça pourrait déjà aider plein de gens à dire ok, là je suis à telle étape, mais je sais que ça va aller mieux. Je vais pouvoir remonter si je mets telle ou telle chose en place. Donc ça, je pense que ça mériterait d'être appris au-delà des formations de management. Ça pourrait être appris, je sais pas, à l'école, ou je sais pas où. Mais ça fait partie, en fait, parce que cette courbe du changement, elle intervient également aussi dans le deuil, et que ce soit le deuil, comme on l'a déjà dit, de personnes physiques ou de deuil de situation, deuil d'illusion. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas assez, on ne se connaît déjà pas assez soi-même, et ça, c'est une courbe qui fait partie de la vie, et c'est vrai que quand moi j'interviens en entreprise, notamment pour des changements de poste ou pour des accompagnements vers le changement, que ce soit des entreprises ou des membres de l'entreprise, c'est la première chose que je leur donne. Et je dis, tant que vous ne connaissez pas ça par cœur, on ne va pas pouvoir avancer. Parce que c'est clair que, comme vous dites, la personne qui reste calée à une étape ou qui parfois reste calée dans la montée, mais qui ne va pas jusque tout au-dessus, là, peut redescendre aussi. C'est un peu le principe de la bille qui alterne. Et c'est vrai que c'est important parce que pour pouvoir vraiment aborder complètement le changement, il faut repasser de l'autre côté. Il ne faut pas rester dans cette espèce de courbe où en fait on va jouer au yo-yo pendant quelques semaines, voire plus longtemps pour certaines personnes. Donc c'est vrai que oui, cette fameuse courbe du changement, je vais prôner l'introduction de la courbe du changement. Et donc on va faire, après être parti en Écosse, on va faire une campagne pour l'enseignement de la courbe du changement. Voilà, c'est parfait, à juger. Donc, 3e chanson, et ça, j'adore. Je suis une grande fan de Joe Dassin. Donc, je ne suis pas née au bon moment. Moi, je suis née 20 ans trop tard. J'aurais dû naître dans les années 60. Et en plus, cette chanson-là particulièrement, en plus, je fais une petite dédicace parce que c'est le nom de ma belle-fille. Donc voilà, petite dédicace à Émilie en Belgique. Et donc voilà, donc, pourquoi cette chanson ? Alors moi, pareil, j'adore Joe Dassin. Déjà, je ne dois pas être né non plus à la bonne époque, mais tout le répertoire, j'aime beaucoup. Et puis cette chanson-là a un côté, alors dans sa version originale, certes, mais en plus, moi étant un peu adepte aussi des fêtes du Sud-Ouest, des bandas, etc., il y a une version bandas qui est juste extraordinaire et super festive et qui donne qui donne la pêche, quoi. Et voilà, et j'adore. Et elle donne vraiment la pêche, donc je la conseille quand on a un petit coup de mou. Elle fait du bien aussi, celle-là, comme celle des 3 cafés gourmands. Ok, mais c'est parti pour Joe Dassin, Dans les yeux d'Émilie. Radio Open FM 97.9, votre radio. Et nous voilà dans la dernière partie. Donc on s'est baladé en Corrèze, on s'est baladé en Écosse, on s'est baladé au Canada avec les lacs du Saint-Laurent. Et donc maintenant, nous revoilà en Limousin. On n'est pas encore prêt à partir, il faut encore qu'on aille faire nos valises. Et donc, pour un petit peu revenir sur votre poste actuel, en fait, c'est quoi ? Vous êtes quoi ? Vous faites quoi ? Qu'est-ce qu'on attend de vous ?
On a plein de choses. En fait, l'idée du poste, c'est pour EDF de mettre aux côtés des acteurs ou décideurs locaux une personne qui peut les accompagner sur les projets de transition énergétique. Des mots qui sont très à la mode. Oui, c'est quoi exactement? Parce que la transition énergétique, ça fait toujours très... Ah, c'est très beau, hein, mais en fait, c'est quoi? Parce que le commun des mortels, je ne suis pas sûre qu'ils comprennent tout de suite ce que c'est. Certes, oui. Transition, c'est bien, ça fait le lien avec changement. C'est ça. On est dans le thème. C'est tout simplement, effectivement, pouvoir changer, non pas de mode de vie, on n'est pas du tout dans cet esprit-là, en tout cas à EDF, mais de changer de manière, de changer de comment on produit différemment, notamment à partir de un peu plus d'énergie renouvelable, et en tout cas continuer à être sur des sources qui ne sont pas liées au carbone et aux énergies fossiles. C'est consommer différemment, et être notamment dans les bâtiments un peu plus sobres énergétiquement. Et puis c'est développer de nouvelles solutions. Là, c'est vrai qu'avec le plan de relance, il y a beaucoup de sujets qui sont très présents médiatiquement, notamment l'hydrogène. Ça fait partie des sujets sur lesquels aussi EDF peut accompagner des entreprises, des industriels, des collectivités territoriales sur des projets structurants de territoire. D'accord. Oui, donc c'est vraiment un accompagnement au changement et à d'autres manières, comme vous l'avez dit, d'autres manières de fonctionner. Donc on est vraiment aussi sur cette fameuse courbe du changement. Donc quitter quelque chose qu'on connaît, quitter sa zone de confort, même si elle n'est pas nécessairement la plus adaptée pour nous, pour quelque chose qui au final devrait être mieux. Et en plus, pour l'instant, avec tout ce qui se passe, là où on ne sait pas très bien où on va, donc ça ne doit pas être non plus facile au niveau des entreprises, pour le moment, d'entamer ce genre de processus avec tout ce qui nous tombe sur la tête. Vous avez tout à fait raison. C'est aussi déjà accompagner le court terme. On a aussi des accompagnements tout simplement purement économiques, tout simplement les reports de factures, des choses comme ça, où modestement on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice, bien conscient de la difficulté de nos clients actuellement, ça c'est sûr. Et pour autant, comme ce sont de toute façon des choix qui structurent pour du très long terme, certes, on est dans une difficulté indéniable, ponctuelle et la plus courte possible, souhaitons-le. Et pour autant, on est sur des réflexions qui sont tellement long terme, que ça n'empêche pas d'y penser. Et fort heureusement, on a aussi plein de décideurs locaux qui ont complètement ça en tête et dans leur action du moment, en plus des autres difficultés qu'on connaît avec la crise sanitaire. Et je pense que, et là vous avez tout à fait raison aussi, c'est le côté, comme pour l'instant on est bloqué avec très peu de visibilité dans des choses du quotidien, c'est bien peut-être d'avoir des projets derrière qui, eux, sont sur du long terme, parce que d'une certaine manière, ça amène un peu du mouvement dans l'entreprise, ça ramène peut-être de la motivation, de se dire, oui, clairement, on ne sait pas ce qu'on va faire demain, mais par contre, dans 5 ans, on sera là. Et c'est peut-être un petit peu, pour l'instant, cette analyse des entreprises à 2 vitesses, c'est de se demander à quelle sauce on va être mangé là tout de suite maintenant, mais de garder quand même la capacité de pouvoir se projeter, même si on se projette un peu dans le flou. Et c'est vrai que pour le moment, c'est là aussi que vous intervenez pour l'accompagnement de ces entreprises, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, il peut y avoir aussi des solutions simples. Tout ne nécessite pas des investissements mirobolants pour pouvoir commencer à ne serait-ce qu'économiser l'énergie. Ça peut aussi passer par des démarches liées au comportement de l'utilisateur, que ce soit les employés d'une entreprise, les agents d'une collectivité. Le comportemental est aussi très important. Et donc, c'est aussi des choses qui nécessitent, à part du temps, ce qui est important déjà, mais pas forcément d'argent, et donc des solutions qui ne sont pas si compliquées que ça à mettre en place. Je
crois que si mon mari vous écoute pour l'instant, il va vous kidnapper parce que alors moi, je suis la grande spécialiste de quitter une pièce en laissant la lumière allumée. On va faire un atelier chez vous. Ah oui, non, mais moi, c'est une catastrophe. Je ne sais pas. Il me faut de la lumière partout. Donc, mon bureau, c'est à tout moment, il arrive et il me dit, je suppose que je peux éteindre la lumière dans ton bureau, vu que tu n'y es plus. Bah oui, c'est pour les chats. C'est pour être sûr que quand j'y rentre, il y a de la lumière. Donc voilà, donc c'est assez... ça a toujours été je crois que je serais très bien dans la pub. C'est pas Versailles ici. Là, oui. Ah oui, non, mais ça, c'est tout à fait moi. Donc j'essaye de me taper sur les doigts, mais bon, voilà. C'est à d'autres moments... Et à côté de ça, par contre, je laisse toutes les portes ouvertes partout. Hein, donc voilà, allez chercher, allez comprendre. Donc, parlez-nous de l'éloge du risque. Comment vous voyez, qu'est-ce que c'est le risque pour vous et est-ce que vous êtes plutôt du genre à aimer le risque en plus, on a grandi dans la génération agence tout risque, pour l'amour du risque, donc c'est... Dit comme ça, oui, quand on prend, alors, je sais pas la définition exacte du mot risque, mais probablement que c'est quelque chose qui au début, premier niveau, fait un peu peur. Mm-hmm. Et pour autant, c'est justement... la prise de risque qui permet probablement de se découvrir, de mieux se connaître, d'apprendre à dépasser ses limites sans qu'on le sache forcément avant. Si on ne prend pas le risque, c'est compliqué. Donc c'est le risque, c'est justement ce qui permet, à mon avis, de faire basculer vers quelque chose, un minima de différence, ça on s'en doute, mais avec toutes les chances que ce soit meilleur. Ou en tout cas différent, et de la manière de l'aborder en fait. Mais le principal risque qu'on prend, c'est que ce soit mieux. C'est ça. Ça c'est la version optimiste mais qui correspond à ce que je pense. Alors je sais pas du tout qui a dit ça, mais j'adore cette phrase, c'est il vaut mieux parfaitement faire les choses que parfaitement ne rien faire. Elle est pas mal aussi ça. J'adore. et en tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien parce que c'est justement de dire prenons le risque de voir ce qu'un changement peut procurer, peut-être de moins bon, mais peut-être aussi de meilleur, et en s'autorisant à se tromper aussi. C'est ça, et comme vous le disiez tout à l'heure, alors le parfaitement, c'est toujours aussi, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, avec nos capacités et avec aussi ce qui se passe autour. Et c'est vrai que cette notion du risque, c'est si on ne risque rien, c'est un peu le qui ne tente rien n'a rien. En fait, à rester tout le temps. Alors moi, je suis une grande fan aussi de toutes les phrases comme ça, hein, évidemment. Mais c'est un petit peu continuer à faire tous les jours ce qu'on fait, on aura le même résultat. Donc c'est aussi clair, moi quand j'entends des gens qui me disent oui mais je veux changer, je veux bouger, je veux faire ci, je veux faire ça, qu'est-ce que tu fais rien, je fais la même chose. Évidemment on est mal parti quoi, hein. Donc clairement si tu sors pas de ta zone de confort à un moment donné, ça va être compliqué d'aller découvrir le monde, hein. Donc c'est vrai que le risque, est-ce que vous considérez que vous êtes quelqu'un qui aimait le risque? Oui. Si je reprends aussi une phrase 100% des gagnants ont tenté leur chance, j'ai tendance à tenter ma chance et puis encore une fois en acceptant vraiment de me tromper. Et puis vous le disiez au début tout à l'heure, de dire il faut par contre qu'on en tire les leçons et savoir pourquoi on s'est trompé et comment ne pas le refaire. Ça, oui, ça. Mais c'est pas très grave de se tromper, je trouve. Puis je vais reprendre ma petite phrase magique qui est de toute façon, quand on se plante, on ne fait que de planter une graine pour qu'il deviendra un bel arbre ou une belle plante. Donc voilà. Aussi, ça. Petite citation encore. Joachim, il finit par les connaître, quoi. Ça, c'est bien. Alors, il nous reste 1 minute. Donc, on est... Ah ouais, c'est court, hein. Ça passe vite quand on s'amuse. Ouais. Donc, petit questionnaire de Proust, très rapide. Donc, une question, une réponse. Fabrice, votre vertu préférée? Le courage. D'accord. Les qualités que vous préférez chez les autres? La loyauté et l'honnêteté. Votre principal trait de caractère? L'optimisme. Ce que vous appréciez chez vos amis? Tout. Votre occupation préférée? J'en ai plein là. J'ai le droit d'en donner plusieurs. Allez, 2. Allez, un dîner en amoureux et un match de rugby. D'accord, oui, c'est pas toujours compatible. C'est ça. Quoique, il faut tomber sur quelqu'un qui aime le rugby. Votre rêve de bonheur? Une très grande maison avec ma famille à proximité ou à mes côtés et pouvoir recevoir justement mes amis. Les amis. Quel serait votre plus grand malheur?
quelque chose qui toucherait ma fille, pas positif. Ouais. Ce que vous voudriez être? Je pense que j'aurais aimé faire de la politique. Oui, jamais trop tard. Moi, je sais pas. Ouais. Défi suivant. Voilà, avis aux amateurs, là, si quelqu'un nous écoute, on a une demande ici. Votre couleur préférée? Le bleu. Votre animal préféré? Le chaton. Chaton. Votre héros ou héroïne de fiction? Oui, je sais pas, Jacques Bauer. D'accord, 24 heures top chrono. Ça, ouais. Votre héros ou héroïne dans la vie réelle? Mes parents. Bien. Le don de la nature que vous voudriez avoir? La téléportation. Ah, ça serait chouette. J'adorerais. Star Trek, s'il te plaît. Reviens parmi nous. Et votre devise ou votre mantra préféré? En lien, c'est le pessimisme et d'humeur, l'optimisme et de volonté. Oh, joli. Ça, là, je ne la connaissais pas. Ouais. Je vous l'emprunte de temps en temps. C'est cadeau. Merci. Et donc, en tout cas, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous pour cette découverte, parce que c'est toujours très agréable. Et donc, dernier choix musical, Eric Clapton, pourquoi ce morceau? Alors, de la même manière que j'étais un très modeste joueur de rugby, je suis un très modeste guitariste, mais pour autant, j'adore ce musicien. Et en fait, ma chanson préférée, c'est une chanson de lui, mais que je n'ai pas choisie parce qu'elle est quand même très triste, c'est Tears in Heaven. Mm-hmm. Et j'ai choisi celle-là qui est beaucoup plus, que j'adore aussi, mais beaucoup plus positive. Et voilà, ça raconte une soirée merveilleuse. Avec une femme merveilleuse, c'est plutôt mieux que... Voilà. C'est ça, c'est plus sympathique pour terminer. Complètement, ça termine mieux. C'est ça. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup Fabrice merci pour cette super rencontre. Merci Joachim pour la technique. Rien. Et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Surprise, on verra bien d'ici là. Et moi, je vous souhaite à tous les deux une très bonne fin de journée, bon retour, prudence. Et donc, à bientôt en politique. Oui, on verra. Merci en tout cas. À très bientôt. En tout cas, merci beaucoup, Fabrice Mérigal. Merci. Au revoir. Au revoir.